un tour pour découvrir un plus le développement embryologique du tube digestif. Alors, le tube digestif embryonnaire est constitué d'un simple tube divisé en 3 parties, l'intestin supérieur, moyen et inférieur. L'intestin supérieur donnera les voies aérodigestives, l'œsophage, l'estomac et le tiers proximal du duodénum. L'intestin supérieur contient un diverticule respiratoire. En effet, le système respiratoire et digestif ont la même origine embryologique, ce qui explique le nombre d'enfants une fistule trachéo-ésophagienne, par exemple. C'est aussi la partie de l'intestin supérieur qui se développera, c'est aussi à partir de l'intestin supérieur que se développera le pancréas. Alors, on va avancer. Organogénèse, œsophage. Il n'y a pas de phénomène particulier concernant la genèse de cet organe, mis à part un léger décalage de celui-ci sur la gauche, dû aux rotations de l'estomac. L'estomac se développe à partir de la 5e semaine. Une partie de l'intestin supérieur va légèrement gonfler pour acquérir une forme de fuseau. Il va y avoir 2 rotations, chacune dans un sens différent. Le pancréas se développe à partir de la 5e semaine, en même temps que l'estomac. L'intestin supérieur va donner 2 bourgeons pancréatiques, gauche et droite. Ils sont alors séparés et bien distincts. Le foie se développe à partir de la 3e semaine, à partir du diverticule hépatique. Le duodénum, le jéjunum et l'iléon, c'est bien ça, les 3 parties, ce sont 3 segments successifs de l'intestin grêle. Il a une longueur moyenne de 6 mètres. Sa surface est augmentée d'environ 20 fois par la villosité intestinale, sorte de petits plis composés de beaucoup de vaisseaux sanguins, elle-même recouverte de microvillosités. Cette grande surface, environ 250 mètres carrés, est nécessaire pour l'absorption intestinale, le passage des nutriments dans le sang. Anatomie du système digestif. On a donc du haut vers le bas, la cavité buccale, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, qui va finir par l'anus. Les organes associés sont considérés comme des organes annexes. Les dents, la langue, les lèvres, les glandes salivaires, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Processus digestif, c'est ce qui nous intéresse. Alors, habituellement, la digestion implique des actions mécaniques et chimiques. Chez la plupart des vertébrés, la digestion va se dérouler en plusieurs phases dans le système digestif après l'ingestion, le plus souvent d'autres organismes. Après avoir été absorbés, les nutriments sont transportés dans le système circulatoire, sang et lymphe, pour répondre aux besoins en glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux et eau des cellules de l'organisme. Les parties non assimilables, comme les fibres, sont rejetées avec les fécès. La plupart des réactions chimiques réalisées pendant le processus de digestion sont catalysées par des protéines, les enzymes. Alors, quand on dit que les fibres sont rejetées avec les fécès, les caca qu'on appelle fécès, ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai que notre système digestif n'arrive pas à digérer les fibres, mais les fibres vont être utilisées par les bactéries qui sont dans le gros intestin pour fabriquer la vitamine B12 et la vitamine K. Mais également, le côlon va utiliser ces fibres pour réguler l'eau. C'est dans ces fibres que le côlon va retenir l'eau pour ramollir les selles lorsqu'elles sont trop dures et durcir un peu les selles lorsqu'elles sont trop molles pour éviter la diarrhée. Alors, quand vous faites le confort digestif, vous avez dû vous rendre compte de ce que vous ne faites pas la diarrhée.
En tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait la diarrhée. Ils n'ont qu'à faire vraiment attention. Ce n'est pas la diarrhée comme d'habitude où c'est de l'eau, comme si on a fait une indigestion et on se vide de ces bactéries au risque de faire de l'ictère. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de fibres que le problème ne se pose pas. Les aspects mécaniques, sécrétoires et absorbants de la digestion. Aspect mécanique. Tube digestif de 7 mètres avec sphincter à chaque extrémité. Important de savoir donc, les sphincters vont éviter le passage dans le sens inverse. Donc, vont fermer, vont s'ouvrir pour laisser passer et bloquer pour éviter le reflux. Donc, s'il y a problème de fesses musculaires ou s'il y a lésion, il va avoir des échappées et l'échappée va créer toujours un problème. Donc, ouverture coordonnée des sphincters, progression du bol alimentaire par péristaltique, c'est des mouvements de compression réguliers, on parle de ondes péristaltiques. Il y a un système régulateur en fonction de l'aliment, imprégnation du bol alimentaire par des sécrétions digestives, mise en contact des nutriments avec les surfaces courantes. Voilà le processus. Donc, ouverture coordonnée des sphincters, progression du bol alimentaire par péristaltisme, système régulateur en fonction de la imprégnation du bol alimentaire par des sécrétions digestives et puis mise en contact des nutriments avec les surfaces courantes. Aspect sécrétoire, c'est l'action des enzymes, de l'eau et des différents pH mis en œuvre. Aspect absorbant, l'absorption des nutriments se fait au niveau et du côlon. Les différentes phases de digestion des aliments. Cavité buccale, rôle de la mastication. La mastication a pour rôle de détruire des structures solides, parois des cellules végétales, reproduction de la taille, réduction plutôt de la taille, donc détruire les structures solides, réduire la taille pour faciliter le passage du bol alimentaire dans le pharynx et augmentation de la surface de contact avec les enzymes. Voilà. Plus on écrase l'aliment, plus on le mettra avec les enzymes. Voilà pourquoi si vous faites manger du maïs à une personne âgée, eh bien, quand il va à la selle quelques jours plus tard, vous allez retrouver le maïs, le grain de maïs là dans ses fesses. Ça va ressortir intact. La mastication est entièrement réflexe chez le nourrisson et devient essentiellement volontaire à l'âge adulte. Ah, Dieu merci que c'est réflexe chez le nourrisson. Imaginez, vous mettez la nourriture dans la bouche de l'enfant et vous voulez maintenant lui apprendre à mastiquer. Ça va être compliqué. Rôle de la salive. Hydratation, lubrification, modification du pH de la bouche. Début de stérilisation. Donc, on commence par tuer déjà les microbes dans la bouche. Début de digestion, action de l'alpha-amylase ou phtyaline qui n'agit que sur l'amidon en le clivant en maltose et isomaltose. La salive comprend également la lipase linguale qui assure la digestion chez le nourrisson des lipides du lait maternel. Elle a un rôle plus moderne. Donc, vous remarquerez que déjà dans la bouche, la digestion commence, la digestion chimique commence, même si c'est la mastication qui domine. C'est-à-dire quand on dit digestion chimique, c'est l'intervention des enzymes. La mastication, c'est la digestion mécanique. On va retrouver également le duo digestion chimique, digestion mécanique de l'estomac, parce que par le brassage et par les contractions, l'estomac va faire bouger les choses tout en faisant venir également les enzymes pour agir. On est dans la connexion n'étant pas assez bonne. Voilà, on est dans l'estomac.
OK. Rôle de brassage grâce aux contractions des muscles de la paroi de l'estomac, le péristaltisme. Il faut remarquer que les contractions, c'est depuis l'œsophage jusqu'à l'anus. Ça ne s'arrête pas, même si ce n'est pas les mêmes ondes, même si les ondes ne vont pas dans le même sens. C'est toujours, il y a toujours mouvement. Et dans plusieurs sens d'ailleurs, longitudinal comme transversal. Un rôle de stockage également. Vous savez, l'estomac va garder les gros morceaux. Tant qu'ils n'ont pas une certaine taille, l'estomac ne va pas les évacuer. Donc, pendant que le brassage se fait, la partie liquide qui est le chyme va sortir, le sphincter pylorique va s'ouvrir et déverser un peu de chyme dans le duodénum et le sphincter se referme. Le brassage continue. En ce temps, le chyme qui est venu dans le duodénum, qui est encore un peu acide, va recevoir du bicarbonate fabriqué par le pancréas et va recevoir également les autres enzymes pancréatiques, mais aussi la bile et les sécrétions biliaires les sécrétions hépatiques, voilà, qui vont venir par la bile. Le tout et se retrouvant dans ce qu'on appelle l'ampoule de Vater. Si j'avais la chance d'avoir les images, je vous montrerai. Mais sinon, recherchez la digestion expliquée par Dr Astuce. Depuis que j'ai suivi cette vidéo et que j'ai parcouru tout ce qui se fait sur la digestion, je me sens plus à l'aise lorsque je parle du confort digestif. Et mon but dans cette formation, c'est de permettre aux gens de se sentir également à l'aise. C'est partager de l'information simplement. Et quand vous comprenez, vous savez pourquoi on a mis tant de produits dans le confort digestif. Tant que vous ne comprenez pas, vous allez croire que c'est un abus et qu'on dérange les gens inutilement. La digestion prépare, l'estomac prépare la digestion intestinale des protéines. Voilà. Vous savez, dans l'estomac, il va y avoir un groupe de cellules appelées cellules pariétales. C'est ces cellules-là qui vont fabriquer l'acide chlorhydrique, mais c'est ces mêmes cellules pariétales qui vont fabriquer ce qu'on appelle pourquoi j'oublie, la pepsine. Voilà, la pepsine. La pepsine va plutôt, non pas, je dis n'importe quoi. Les cellules pariétales fabriquent l'acide chlorhydrique qui va être déversé donc, rendant le pH bas, pH autour de 2. Et c'est le pH autour de 2 qui permet maintenant à la pepsine, justement, de pouvoir découper les protéines. Si la pepsine ne découpe pas les protéines ne peuvent pas être digérées. Les sécrétions gastriques sont de l'ordre de 1,5 litre par jour. 1,5 litre, c'est important. Les hormones digestives. Les trois principales hormones digestives sont la gastrine, voilà, la sécrétine et la cholécystokinine. Cholécystokinine. C'est bien, non? Cholécystokinine. Cholécystokinine. Ça contrôle les mouvements. Ça contrôle la stase. La gastrine, présence des protéines dans l'estomac. La présence des protéines dans l'estomac stimule la libération de gastrine par la muqueuse gastrique. La sécrétine, la présence d'acide dans le duodénum stimule la libération de la sécrétine par la muqueuse duodénale. La cholécystokinine, l'arrivée des lipides dans le duodénum stimule la libération de la cholécystokinine par la muqueuse duodénale. Les enzymes hydrolysent des protéines grâce à une endoprotéase, la pepsine. La pepsine va modifier la structure des protéines. Elle clive les protéines en peptides. Son pH optimum d'action se situe entre 1,8 et 4,4. Donc, vous comprenez, il faut que ce soit un pH acide. Elle est donc inactivée par les bicarbonates alcalins du sucre pancréatique. Voilà. Une basse température retarde également et même suspend son action. L'alcool
précipite cette enzyme. L'alcool précipite la pepsine. Donc, si vous prenez de l'alcool, juste après avoir mangé de la protéine, vous risquez de nourrir les bactéries putréfiantes. Je m'explique. On a dit que la pepsine doit intervenir et le fait dans un pH acide pour découper, pour hydrolyser les protéines afin de faciliter leur digestion. Voilà que l'alcool précipite la pepsine. Précipiter la pepsine, c'est faire tomber la pepsine, la rendre inutile, la déposer complètement en bas et la rendre inutile. Donc, si vous prenez de l'alcool, les protéines ne seront pas digérées. L'estomac va essayer de garder, mais va finir par les renvoyer. Les morceaux non digérés vont se retrouver dans l'intestin quelque part et les bactéries qui assurent la putréfaction des morceaux de viande vont s'en occuper. Et ces bactéries, lorsqu'elles ont fini de faire cette putréfaction, elles vont s'attaquer à la chair vivante. Voilà le drame. Voilà le drame. Et vous allez avoir de l'inconfort digestif. Le corps va vous signaler cela par les douleurs, les maux de ventre et autres. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre simplement de l'ibuprofène, comme le disait une dame hier, des médicaments qui calment les douleurs. Eh bien, vous savez bien que calmer les douleurs n'empêcheront pas les microbes de continuer à causer la douleur. Parce que c'est la putréfaction qui crée cette douleur-là. Et vous n'allez pas changer non plus votre habitude de boire de l'alcool juste après les repas. On dit souvent bonum vinum latificat cor homini. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Et puis les gens se disent, bon, je prends le vin, un verre de vin chaque jour. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas prendre du vin juste après certains repas. Les protéines mettent vraiment du temps pour être digérées. On le verra vers la fin de cette communication. Je ne suis pas physiologiste. Si c'était Tony Toro qui présentait, vous serez encore plus à l'aise. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais ça vous donne des pistes de vous pouvez aller creuser pour mieux comprendre. Prenez les sujets un à un, ne soyez même pas pressés. Alors, l'acide chlorhydrique acidifie à pH 2 afin de permettre aux enzymes dégradées de fonctionner à leur pH optimum. Donc, là encore, lorsque vous prenez des antiacides parce que vous avez des brûlures d'estomac, vous réduisez la production d'acide chlorhydrique et donc vous allez affecter la dégradation des sucres, des protéines et vous allez davantage créer ces mêmes problèmes de bactéries putréfiantes dont je parle. Alors, si les sucres sont mal dégradés, les sucres vont se retrouver également à traîner par là et les bactéries fermentantes vont s'en charger. D'où la présence massive de gaz dans le ventre. Voilà par où commencent les peut-être hypertendus ou bien vous souffrez de ceci et on vous donne des inhibiteurs de pompe à protons. Alors, quand vous inhibez les pompes à protons, vous empêchez la formation d'acide chlorhydrique. Si les H+ ne sortent pas, comment les HCl peuvent être formés? Donc, vous empêchez la formation de l'acide chlorhydrique. Parfois même, l'absence de potassium, la réduction de potassium que certains vous prescrivent par erreur, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des seuils qu'on ne peut pas dépasser par l'alimentation. Ils vous interdisent, surtout les nutritionnistes qui n'ont pas continué à se cultiver, qui sont restés dans les années 50 où ils ont fait leurs études. Ces derniers ne vous révèlent pas ce que la science évolutive de la nutrition a découvert avec le développement des technologies, la sortie de nouveaux appareils, de nouveaux outils de recherche. Les gens n'ont pas le temps de suivre l'actualité. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'actuellement, il y a des procès contre les firmes pharmaceutiques dans certains États des États-Unis parce que les opioïdes ont
des actualités que nous, on suit parce qu'on est tout le temps connecté au sujet de santé. Alors, le facteur intrinsèque, bien sûr, voilà, je parlais donc des cellules pariétales. Eh bien, en dehors de l'acide chlorhydrique, ce sont ces mêmes cellules pariétales qui fabriquent le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque va s'associer à la vitamine B12 pour l'activer. Et c'est ça se fait dans l'estomac. Quand ce n'est pas fait là-bas, la vitamine B12 ne peut pas être absorbée. Et vous savez, là où la vitamine B12 est absorbée, à la fin de l'intestin grêle, dans l'iléon, dans la troisième de l'intestin grêle dans l'iléon. J'en ai souvent parlé. Et juste pour vous montrer pourquoi Forever a élaboré spécialement un comprimé de vitamine B12 dénommé Forever B12+. Parce que ce n'est pas seulement de la vitamine B12, mais il y a de la vitamine B9. Parce que la vitamine B12 va souvent avec la vitamine B9. Et quand vous avez une carence en vitamine B12, ça peut créer une carence en vitamine B9. Une carence en vitamine B12 peut masquer ce qu'on appelle une anémie falciforme. Le bol alimentaire devient le chyme dans l'estomac. Donc, nous sommes en train de sortir comme ça de l'estomac. Bye bye l'estomac. On va aller dans le duodénum. Bonne arrivée donc dans le duodénum. Alors, le duodénum, c'est la partie qui prend, dès qu'on quitte l'estomac, c'est la première partie de l'intestin grêle. Et naturellement, le duodénum va recevoir la sécrétion pancréatique et la sécrétion hépatique. Vous avez la vésicule biliaire quelque part là qui va envoyer la bile. La bile va être et les sécrétions pancréatiques vont être stockées quelque part derrière là. Alors, déversement des sécrétions du pancréas par le canal pancréatique, déversement des sécrétions du foie par le canal cholédoque. Par ailleurs, la virilité et microvirilité vont augmenter la surface d'échange. Le duodénum est l'endroit où se déverse le chyme alimentaire, la bile, le sucre pancréatique, le sucre intestinal. Ces derniers transforment le chyme alimentaire en nutriments. Les nutriments sont l'eau, les sels minéraux, les vitamines, le glucose, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, certains composés en très petite quantité d'oligo-éléments, iode, sélénium, zinc, cuivre, mais on a oublié par exemple la coenzyme Q10, on a oublié par exemple le précurseur du glutathion, le N-acétine, L-cystéine. On ne peut pas tout vous citer ici. Alors, le foie. Le foie va se charger de la bile, protéines et pour 3/4 de sel biliaire. La bile est d'abord stockée dans la vésicule biliaire puis déversée dans l'intestin par l'intermédiaire du canal cholédoque. Elle permet d'émulsifier les matières grasses en micro-gouttelettes et ainsi faciliter leur digestion par l'enzyme puis leur absorption. Alors, c'est la bile qui va découper est-ce que c'est découper? Les séparer. C'est ça l'émulsification. Va séparer les triglycérides. Va séparer les triglycérides et les acides gras libres pour les empêcher de s'agglutiner, on dit de coalescer. Eh bien, lorsque c'est fait, lorsqu'ils sont émulsifiés, les sels biliaires vont les entourer. Les sels biliaires entourent les molécules de gras pour les empêcher de se coller les uns aux autres. C'est comme on met des parois d'eau entre les molécules pour les empêcher de se souder. Alors, l'intestin grêle. On sait bien que le foie est annexe. Le foie va juste fabriquer ses productions et les envoyer
rejoindre ce que le pancréas va faire également. Le tout va se retrouver dans le duodénum, se mélanger au sucre intestinal pour continuer la digestion. Par exemple, c'est là où j'ai souvent dit que la lipase gastrique n'est capable que d'enlever un seul acide gras libre du triglycéride. Mais c'est la lipase pancréatique qui fait le reste du boulot. Et l'autre chose, les enzymes pancréatiques ne sont pas activées sur le canal pancréatique. C'est quand ces enzymes arrivent dans le duodénum maintenant qu'ils sont activés. Important également pour comprendre qu'il ne faut pas bloquer les voies de fonctionnement du corps par fantaisie. C'est vraiment quand on est obligé. Et quand je dis bloquer les voies de fonctionnement du corps, c'est parfois la consommation de certains médicaments. Dieu merci, la plupart des médecins avertis le savent, mais le but, c'est de ne pas être en train de consommer ces médicaments à long terme. C'est ici, au niveau de l'intestin, qu'ont lieu les processus d'absorption. La structure de l'intestin grêle est faite de cryptes et de villosités permettant l'augmentation de la surface d'échange entre le chyme et le tissu. Les cellules spécialisées et le tissu. Les cellules spécialisées dans l'absorption des nutriments sont les entérocytes qui présentent à leur surface des microvillosités qui, comme les villosités du tissu, ont pour rôle d'augmenter la surface d'échange. Ainsi, on considère que l'intestin humain a une surface de contact avec le bol alimentaire équivalente à la surface de 2 terrains de tennis, 400 mètres carrés. Le côlon, encore appelé gros intestin, c'est lui qui clignote là. Stockage, absorption de l'eau, flore bactérienne ou microbiote intestinal, le côlon possède une flore microbienne commensale abondante. C'est pourquoi un traitement antibiotique induit souvent une diarrhée aiguë. Conséquence de la destruction d'une partie, conséquence donc de la destruction d'une partie de la flore bactérienne du côlon. Cette flore protège l'hôte de l'agression de micro-organismes pathogènes et joue un rôle physiologique majeur en dégradant les aliments pour lesquels l'homme ne possède pas l'équipement enzymatique nécessaire. Ainsi, les fruits alimentaires celluleux des végétaux dégradés par les enzymes bactériennes et non pas par nos propres enzymes digestives. La relation flore-côlon repose sur un équilibre symbiotique. Donnez-moi juste quelques secondes. Merci. Alors, le rôle du microbiote intestinal, il est tellement important qu'aujourd'hui, toute la communauté scientifique est en train de s'agiter autour de ça. Quand je dis s'agiter, ce n'est pas péjoratif. Ça veut dire quoi? Tout le monde est enthousiasmé par ce microbiote intestinal. D'où la place prépondérante des probiotiques dans notre confort digestif. Chers partenaires, comme le disait Jacques Leroy, faites tout pour offrir les probiotiques à votre corps, à votre côlon. Ne faites jamais le confort digestif en mélangeant juste fil d'orguine et gel. Ne dites pas que vous faites confort digestif en faisant cela. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ajoutez toujours les probiotiques et ajoutez aussi la Tixi. J'ai suffisamment expliqué que les oméga 3 non seulement maintiennent l'ordre, réduisent donc l'inflammation,
et vous n'allez pas vouloir mettre vos enfants dans un environnement où il y a du désordre. Vous n'allez pas déposer vos enfants là où il n'y a pas de la nourriture ou là où il y a des assaillants, des ennemis. Vous n'allez pas les mettre non plus dans un désert. L'objectif, c'est un truc. J'ajoute du calcium pour la teneur en magnésium du format calcium. J'ajoute le calcium à toutes les personnes qui ont envie, qui ont fait le confort diététique et qui n'ont pas retrouvé des sels normales. Parce qu'il y a des gens, comme dans un film ivoirien là, cimetière. Il y a des gens qui ont un côlon en béton. Donc, c'est plusieurs boîtes de probiotiques. Il faut mettre sur plusieurs pour générer ça. Adaptation des sécrétions. Plusieurs facteurs peuvent la sécrétion des divers éléments impliqués dans la digestion, comme la salive ou les sucs gastréatiques. On peut distinguer plusieurs phases. Phase céphalique. L'odeur, l'imagination d'un repas. L'odeur, la simple imagination d'un repas ou d'un aliment peuvent suffire à l'activation des sécrétions, notamment salivaires. Si je dis kid devant bébé Manou, c'est sûr qu'il aura de la salive dans la bouche, même si aujourd'hui, c'est un ingénieur fini. Phase buccale. Alors, je ne vais pas tout lire. Hein. La prise d'aliments et la déglutition entraînent un certain nombre de réflexes de sécrétion. Le corps a le pouvoir d'adapter ses sécrétions aux divers aliments. Nous verrons plus loin les limites de ce pouvoir. La salive a et s'adapte, elle aussi, aux différents aliments et besoins digestifs. Ainsi, les acides faibles provoquent un flot copieux de salive. On va évoluer. Durée du transit pour finir, comme information, durée du transit. Alors, une étude publiée en 2004 donne des éléments sur l'évolution de la durée de vie au niveau du système digestif. Le temps de vidange gastrique des liquides est d'environ 2 heures pour les 20-30 ans, alors qu'il est de 1h37 pour les 74-85 ans. Ça veut dire quoi? Que au lieu de boire de grosses quantités d'eau, les personnes âgées devaient prendre de petites quantités. Les personnes âgées devaient prendre de petites quantités parce que à peine 2 heures après, ils doivent encore éliminer. Pour les solides, il est de l'ordre de 2 heures pour les deux groupes, sans différence significative. Le temps de transit au niveau de l'intestin grêle est de 3h48 minutes en moyenne pour les 20-30 ans et de 4h42 pour les 74-85 ans. C'est au niveau du côlon que la durée du transit est la plus importante, de 39 heures en moyenne pour les 20-30 ans, à comparer aux 66 heures pour les 74-85 ans. Ces valeurs sont variables suivant les individus, leur état de santé, les types d'aliments, etc. D'autres études réalisées avec des marqueurs radio opaques indiquent des valeurs comprises entre 34 heures et 54 heures. Donc, les personnes âgées de 20-30 ans peuvent assurer un transit de 34 heures maximum. Par contre, c'est les personnes de 74-85 ans qui n'ont pas conservé leur jeunesse vont avoir un transit de un minimum de 54 heures. Merci de votre excellente attention. Tout ceci pour vous faire comprendre pourquoi le protocole confort digestif qu'on vous a proposé est important. Le confort digestif, il y a plusieurs variantes. On a 40 comprimés de gel dans 1 litre d'aloe vera et 40 comprimés de fibre green dans 1 litre d'aloe vera gel. Le mélange est à consommer à raison de 200 ml toutes les 2 heures. Si vous avez démarré à 6 heures, normalement, après 6 heures de prise, après 5 prises, vous avez fini. Au plus tard, 18 heures, vous avez déjà fini.
Et déjà en soirée, vous pouvez commencer par faire des tours aux toilettes. Vous allez remarquer que vous éliminez bien, vous éliminez proprement, vous ne faites pas de la diarrhée. Vous êtes libre de manger. Moi, j'ai toujours mangé pendant que je le fais. Il y a des gens qui ne mangent pas. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un truc de privation. Moi, je mange normalement et puis j'ai des résultats. Des gens ne mangent pas, ils s'en sentent bien, il n'y a pas de souci. Votre corps ne va pas se retrouver affamé parce que dans le mélange, vous avez tout ce qu'il faut. Et à moins que vous soyez en train de prendre des médicaments, vous allez peut-être manger. Et vous n'êtes même pas obligé de manger même en prenant les médicaments parce que vous avez tout dedans. Alors, on va évoluer. Le jour 2 de ce confort digestif, ça dépend de vos moyens maintenant. C'est là où la discrimination se fait. Et croyez-moi, moins vous avez de moyens, moins vous aurez impacté, vous aurez fait de l'impact sur votre santé. Et c'est pour cela que dans certains milieux, dans certains amants, les gens ne font pas tellement l'éloge des produits Forever parce qu'ils consomment sur le pouce et ils espèrent obtenir des résultats extraordinaires. Et mieux, ils consomment sur le pouce, ils obtiennent un début de résultats, ils se disent c'est bon et ils abandonnent. Écoutez, le corps est comme un véhicule pour rabaisser. Sinon, c'est la machine la plus sophistiquée. Le corps, alors que le véhicule au repos ne travaille pas, le corps au repos travaille. Donc, on a besoin de plus de ressources. On a besoin de plus travailler. Le corps, lorsqu'il y a des cellules mortes, se charge lui-même de les éliminer. Et pendant que vous êtes au repos, par exemple, si les cellules gliales sont en train de nettoyer les neurones morts et qu'elles arrivent à manquer d'oméga 3, elles ne vont pas s'arrêter aux neurones morts. Elles vont grignoter les neurones vivants. Donc, vous comprenez que la présence des oméga 3 dans votre système lymphatique, c'est permanent. Donc, vous devez consommer la Tixi tous les jours. L'information que je vous donne, c'est ce qui va vous libérer. Maintenant, vous pouvez dire, je suis pauvre. Bon, la pauvreté rime forcément avec souffrance. Et nous, on vous partage ces choses parce qu'on croit que vous avez la possibilité, même si vous êtes pauvre, même si vous n'avez pas un franc, vous avez la possibilité de démarrer aujourd'hui. Permettez-nous de vous aider à faire des expériences et partager ces expériences avec des gens qui ont les moyens et qui sont dans le besoin. Rien n'est gratuit. Et c'est peut-être un peu la promotion de la gratuité qui a maintenu certaines personnes dans la dépendance et les empêchant de fournir les efforts pour voler de leurs propres ailes. Vous connaissez cette histoire de ce scientifique qui est tombé sur des chenilles en train de se débattre pour sortir de leur cocon. Eh bien, la chenille ou les chenilles que ce monsieur a aidé n'ont pas pu voler. Les autres, c'est en se débattant, en déchirant le cocon, leurs ailes se fortifient. Ils ont pu prendre leur rôle. Merci à vous. Rendez-vous la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, Giannos. Merci pour ce parcours du tube digestif. Cela nous permet de savoir à quoi nous avons affaire quand nous mettons nos aliments en bouche. Et